Bienvenue Dominique pour le séminaire. Merci beaucoup aux organisateurs et organisatrices. Ravi d'être avec un Normand à cette table. Et merci aux Chalonnais, je crois qu'on dit ça comme ça, les habitants de Chalon-sur-Saône pour ce très beau congrès. Mon but, moi, c'est de vous parler du Collège des enseignants de médecine intensive réanimation et plus particulièrement de vous donner envie d'y adhérer en vous disant qu'il n'y a pas d'objectif pédagogique à cette présentation, mais finalement l'objectif, c'est vous de montrer que vous pouvez tout à fait avoir votre place dedans. Comme Nicolas, j'ai un conflit d'intérêts puisque j'appartiens au Collège des enseignants de médecine intensive réanimation. Vous voyez qu'on a un logo, nous, qui est certes depuis longtemps, mais qui pourrait être refait et être aussi beau que celui du CNP. Alors on va essayer de voir finalement le CEMIR, c'est quoi ce collège, comment marche le CEMIR, les activités du CEMIR, et puis je ferai un peu de retape en vous disant pourquoi finalement adhérer au CEMIR en espérant vous avoir convaincu. Le CEMIR, c'est quoi? C'est un collège d'enseignants qui est pour chaque spécialité, finalement, à un collège d'enseignants, que ce soit de la chirurgie ou de la médecine. Il est responsable, sans être vraiment défini dans les textes, pour l'organisation de l'enseignement de la discipline au niveau national, que ce soit pour le second cycle, c'est-à-dire les étudiants hospitaliers, les anciens externes, et puis le troisième cycle, le DES de la spécialité. Donc nous, on est le CEMIR, mais en fait, il faut se représenter qu'en France, il y a plein d'autres collèges et que tout ça est réuni au sein d'une coordination nationale qui, en fait, va discuter avec les ministères, notamment parfois même sur les moyens ou les modalités de contrôle des connaissances, par exemple. C'est un collège des enseignants qui, depuis très longtemps, et c'est une particularité de ce collège, regroupe tous les enseignants de médecine intensive réanimation, ex-réanimation médicale. Dedans, il y a des universitaires de médecine intensive réanimation, mais beaucoup de non-universitaires de médecine intensive réanimation. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on est à parité totale. Comment marche le CEMIR ? Avant que Yann parte, je voulais absolument qu'il voit cette diapositive. Il y a 6 membres élus universitaires MIR, donc MCUPH ou PUPH. 6 membres élus non universitaires MIR, donc typiquement Yann, et puis 6 membres de droit du CNU qui sont là, mais qui, eux, ne sont pas élus directement, et puis des représentants invités, et notamment, bien sûr, là-dedans, le CREF. La force opérationnelle du CEMIR, c'est un bureau qui est composé d'un président qui est aujourd'hui Nicolas Leroll, qui est à Angers, Yann Ayon, qui est vice-président à Poissy, 2 secrétaires, un U, un extra U, qui sont Martin Dresse et Jean-Baptiste Lascarou, un trésorier qui est Arnaud Delahaye, je pense que vous connaissez tous, qui est à Mont-de-Marsan, et puis Boris Young, qui est trésorier adjoint. Tous ces membres-là, et vous pouvez participer à leur élection si vous êtes membre, et ben, ils sont élus par les membres du CEMIR et ensuite le bureau est choisi parmi ces membres. Alors, on rentre maintenant dans le vif du sujet, c'est de vous parler des activités du CEMIR. Alors ces activités, elles sont assez variées, avec une organisation qui est une assemblée de coordinateurs qu'on va voir ensemble, des commissions, des groupes de travail et puis des chargés de mission, avec finalement commission et assemblée des coordinateurs qui sont des structures pérennes et puis des structures un peu plus limitées dans le temps pour mener à bien des projets qui sont groupes de travail et chargés de mission. Alors pour l'Assemblée des coordinateurs, alors elle est aujourd'hui dédiée aux coordinateurs du DES MIR dans les régions, mais qui peuvent tout à fait faire remonter vos inquiétudes lorsque vous n'êtes pas dans un CHU. Le but, c'est d'avoir des échanges réguliers sur finalement l'organisation essentiellement du DESMIR en région. Et c'est des échanges qui ont lieu tous les 1 à 2 mois avec le bureau. C'est coordonné par Charles-Édouard Luit. Et vous voyez quelques exemples, le 2e DES, la qualification ordinale, l'agrément MIR, l'accès au stage pour nos jeunes MIR, qui n'est pas toujours évident dans les spécialités médicales, les étudiants en difficulté, puis plus récemment, les violences au travail. Les commissions, il y en a 3.
il y a la commission pédagogique que j'ai l'honneur de coordonner. Cette commission pédagogique, elle a pas mal de rôles aujourd'hui. Le premier, c'est pour les étudiants du second cycle des études médicales, donc les externes, de produire les documents qui vont leur permettre de réviser finalement l'internat, mais avant tout, surtout, de leur apprendre la médecine. Donc il y a ce collège que vous connaissez peut-être, c'est la 8e édition, il est disponible gratuitement sur le site du CEMIR, pour les étudiants comme pour les enseignants, et cette 8e version va être implémentée sur le site d'ici peu. Et puis, on a également produit l'année dernière un livre pour que les étudiants puissent faire des écos à domicile de médecine intensive réanimation. Néanmoins, moi je m'en sers pas mal dans le service finalement quand j'ai besoin de faire un écos assez rapidement. Deuxièmement, on a une sous-commission qui est un petit peu l'hybridation, on pourrait dire, c'est un terme un peu moderne, hein, mais du second cycle, dans le contexte de la réforme du deuxième cycle, vous savez, avec le changement de programme et le changement de contrôle des connaissances. Là-dedans, on a un premier projet qui est un projet qui s'appelle Mir Learning au départ, qui est un e-learning qui est déjà disponible sur le site gratuitement pour les étudiants, qui reprend tous les chapitres un peu découpés pour les étudiants en e-learning. Et le but, c'est finalement leur proposer une autre modalité d'approche pédagogique. Vous pouvez vous en servir aussi pour faire des cours dans vos services si vous le souhaitez. On a mis en place un chatbot et Marina, je crois, qui est là, a beaucoup participé, qui permet en fait, je ne sais pas si vous connaissez les chatbots, vous avez une question qui est posée et c'est assez interactif. Et donc on a 2 dossiers qui sont hébergés sur une plateforme qui s'appelle Medgame mais qui sont gratuits pour tout le monde. Et puis pour les étudiants, et ça va venir, ce sont des vidéos écos avec des vidéos à erreur et des vidéos sans erreur. Le but, c'est de donner des clés assez rapidement aux étudiants. Et tout ça, ça sera mis sur le site, donc c'est gratuit, c'est pour tous les étudiants, quelle que soit leur fac. Pour les enseignants, c'est peut-être ce qui vous intéresse le plus. Pour les membres, il y a eu des tutos sur la réforme du second cycle pour laquelle tout le monde a eu du mal à s'y mettre. Vous voyez comment organiser des écos en stage, comment écrire un scénario d'écos en 30 minutes, la docimologie de la R2C. Il y a aussi pour les membres des banques d'écos, d'accord, qui sont mises sur le site. Ça veut dire que vous pouvez piocher, par exemple, vous devez faire un examen pour vos étudiants, vous pouvez piocher dedans. La seule chose qu'on demande, c'est que ce ne soit pas utilisé pour des écos facultaires par les universitaires, mais sinon, vous pouvez les utiliser, tout est fait, il y a juste à imprimer et vous avez votre grille et votre scénario. Troisième élément qui est peut-être un peu une faiblesse, mais pour lequel on est un peu main liée aujourd'hui, c'est les TCS, vous savez, ces fameux tests de concordance de script, où on propose à l'étudiant d'évaluer ce qu'une nouvelle information face à une situation clinique va apporter. Bon, pour l'instant, tout ça est hébergé sur l'UNES, qui est la plateforme nationale universitaire, et je crois que pour les extra-universitaires, ça reste toujours un périple d'avoir des codes, ce qui est bien dommage. Et puis, dans ces sous-commissions, il y a le 3e cycle. Le 3e cycle, il est chargé d'organiser les programmes nationaux. Alors le CEMIR, il n'est pas chargé, lui, d'organiser localement les internes d'ESMIR, puisque finalement, la coordination, elle est plutôt régionale que nationale. Mais en tout cas, il y a un choix qui a été fait maintenant depuis 2017, d'avoir des enseignements nationaux. Le but, il y a 2 buts. C'est premièrement apporter certaines compétences dans certaines régions qui ne sont pas forcément présentes et assurer une certaine équité pour les étudiants. Et le deuxième, et ce congrès en est un exemple, c'est que quand les gens se rencontrent, ils s'entendent mieux et ils font plus de collaboration. Donc vous voyez qu'il y a un programme distanciel qui est destiné essentiellement au socle et aux approfondissements, donc 1er et 2e année. Le but, c'est de ne pas trop les sortir de leur stage pendant leur première année. Et puis après, vous avez un programme qui a lieu à la Maison de la Réanimation et qui permet finalement d'aborder les grandes thématiques de réanimation, même si bien sûr il y a des trous dans la raquette et qu'il y a une collaboration entre le régional et le national pour faire que tout ça soit complémentaire. Il y a l'évaluation, je ne sais pas si vous recevez des internes de DESMIR, mais il y a une obligation légale que les internes soient évalués
à la fin de la phase socle et à la fin de la phase d'approfondissement. Nous, on le fait volontairement en deuxième année pour que s'il y en a un qui a oublié, on puisse le rattraper l'année suivante. Et donc tous ces sujets d'examen sont également faits par cette sous-commission. Et puis, on a des groupes de travail auxquels, notamment vous participez, en tout cas dans les réanimations hors CHU, de manière presque plus importante que les CHU. C'est l'étude Princeps qui vise à évaluer si cette réforme du second cycle, qui normalement doit apporter plus de compétences à nos étudiants, et finalement améliore la formation des étudiants. Et vous voyez que depuis le début, il y a 184 étudiants qui ont été inclus. Dans les projets, il y a aussi la révision de l'arrêté du DESMIR. Vous savez que la création du DES de médecine intensive réanimation, ça date de 2017 avec, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce programme, mais qui est totalement illisible. Et donc le but, c'est de le rendre plus lisible pour les étudiants et pour les enseignants et d'arriver à quelque chose qui convienne à tout le monde et qui permette de mieux suivre la progression des étudiants avec une notion de curriculum qui sera en fonction de la phase socle, approfondissement et consolidation. Dernier point, c'est la simulation. La simulation, vous savez que c'est le parent pauvre de la pédagogie, c'est peu financé. C'est souvent la charge des universités et qui n'ont pas beaucoup d'argent. Heureusement, on a des vrais moteurs au sein de notre discipline dans différentes villes qui permettent d'assurer cette simulation pour nos internes. Et donc le but, c'est simplement là aussi d'arriver à un parcours harmonisé et homogène pour que chacun des étudiants en DESMIR ait le même accès à la simulation et surtout la même formation pratique. Deuxième commission, ça sera moins long, je vous rassure, c'est une commission qui s'appelle Promotion, Attractivité et Cohésion, qui est coordonnée par Florence Boissier, qui est à Poitiers, qui pour l'instant organise principalement 2 événements. La première, c'est les journées extra-universitaires dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Ces journées extra-universitaires, c'est une journée par an, à la Maison de la Réanimation, donc dans le 10e arrondissement de Paris. Elle est gratuite, d'accord, avec même la prise en charge du transport pour un membre du CEMIR. C'est simplement limité à un service pour éviter une inflation galopante des coûts. C'est à destination exclusive des extra-universitaires. Et en 2025, on avait 60 personnes, ce qui est plutôt pas mal au vu des effectifs de notre discipline. Deuxième événement qui est un peu plus important dans notre calendrier, c'est le séminaire national de pédagogie. Là, c'est 2 journées par an, c'est à Aix-en-Provence. Il y a une prise en charge de 25% des frais d'hôtellerie par le CEMIR, ce qui est un effort important du CEMIR. Et c'est à destination de tous les membres. Et sur les dernières années, on a là encore autant de membres entre guillemets universitaires qu'extra-universitaires. C'est un vrai lieu d'échange et probablement un des lieux d'échange le plus important dans notre discipline. Et si vous pouvez y aller, c'est sincèrement très sympathique et il y a plein de choses qu'on y apprend. Et puis il y a d'autres actions qui sont en cours, d'accord. Donc je vous ai remis les mots-clés qui ont été mis, et c'est notamment probablement l'accueil de nos universitaires, mais aussi de nos praticiens hospitaliers fraîchement nommés dans notre discipline. Et donc il y a plusieurs voies de réflexion en cours. Dernière commission, c'est le webmaster. Bon, c'est juste pour dire qu'on a un site internet et qu'il faut l'entretenir. C'est Grégoire Muller qui est à Orléans qui s'en occupe. Simplement pour vous dire que sur ce site, vous allez retrouver pas mal d'éléments qui peuvent vous servir au quotidien. Et il suffit juste de faire ce-mir.fr. Autres éléments, c'est les groupes de travail. Donc là, ils sont au nombre de 3. Il y a l'universitarisation des territoires, je crois que vous en avez parlé ce matin. Donc c'est Yann Ayon qui s'en occupe. Le but, c'est de développer l'universitarisation, alors je ne sais pas si c'est territoire, mais en tout cas des hôpitaux extra-universitaires. Et il y a Thomas ici présent qui est en train de faire tout un travail, puisqu'en MIR, on est la discipline où il y a le plus de profs associés ou de MCU associés depuis la création de ces postes, de faire un retour d'expérience et voir finalement si ces projets sont satisfaisants pour ceux qui sont nommés. Et donc c'est quelque chose qui nous sera présenté, je pense, très bientôt, probablement au CROF, mais aussi à Aix, au CEMIR.
Deuxième groupe de travail, et probablement beaucoup d'entre vous ont été sollicités, c'est un groupe sciences infirmières, avec Sabine Valera, je crois, qui est ici aussi, et Sébastien Préau, qui est de Lille. Le but, c'est de faire un livre pédagogique qui n'existe plus pour la formation des élèves infirmiers ou infirmières dans les IFSI, et donc la parution sera en 2026. Et puis, il y a le souhait, on est en France, on aime bien l'administration, on aime bien plein de choses, de faire des documents opérationnels pour le 3e cycle. Donc c'est Yann Aillon, que vous connaissez, et Julien Mézel, qui est à Amiens, qui s'en occupe. Le but, c'est d'avoir des documents génériques qu'on pourrait se passer finalement d'un service à l'autre, sachant que peu de choses changent, et de pouvoir aussi les modifier à sa guise dans son service. Et pour l'instant, celui qui est disponible, c'est le livret d'accueil des externes, qui est un document assez générique et qui est applicable dans quasiment tous les services, avec quelques modifications probablement. Ils sont à venir un livret d'accueil des internes et un document pour aider en fait aux demandes d'agrément MIR dans les différents services. Dernière partie, ce sont les chargés de mission. Juste pour vous dire qu'il y a une ouverture vers l'étranger récente sur le Rwanda avec Bertrand Souven et Armand Mekonso Dessap. Le but, c'est de collaborer, c'est la demande du gouvernement rwandais et soutenu par le gouvernement français, de collaborer pour créer une spécialité MIR au Rwanda. Pour l'instant, c'est des supports pédagogiques qui sont partagés, il y a quelques missions d'enseignement et pour ceux qui font partie déjà du CEMIR, il y a eu des propositions d'accueil d'étudiants au sein de nos services. Le traité de réanimation, vous vous souvenez tous de ce traité dont le dernier avait été coordonné par Georges Offenstadt. Bon, il a quelques années maintenant, donc il a été remodernisé et il devrait paraître en 2026. Et enfin, dernier groupe de travail, qui est en commun en fait avec pas mal de structures de notre spécialité, c'est une bibliographie médecine intensive réanimation pour définir finalement qu'est-ce que la médecine intensive réanimation, sachant que pour un premier coup de sonde, en fait, il y a, je ne sais plus, 30 000 ou 35 000 articles dans PubMed qui donnent des définitions assez variables finalement de ce que c'est que la médecine intensive réanimation. Donc c'est un travail qui est réalisé par deux jeunes MIR qui sont Julien Demizel à Strasbourg et Zoé Demaillé à Rouen. Et il y a une collaboration qui va être faite avec le CNP. Le but aussi, c'est un peu de défendre ce dont vient de parler Nicolas. C'est-à-dire que vous savez très bien que nos patients, ils ne sont pas tous multidéfaillants. Il y en a qu'on prend pour des surveillances. Et il y a quand même des données dans la littérature aujourd'hui qui disent que certains patients, même avec des pathologies qui peuvent théoriquement rester dans les services, eh ben, décèdent moins dans nos services parce qu'ils sont probablement mieux surveillés. Et puis, et j'espère que c'est le sentiment que vous a donné cette session, c'est que toutes ces entités au sein de la discipline communiquent entre elles. Il y a de plus en plus de démarches qui sont communes, y compris avec les jeunes de l'Angemir. Et c'est vraiment quelque chose qui s'est accru au cours des dernières années et qu'il faut conserver avec le temps. Enfin, pourquoi adhérer au CEMIR? J'espère vous avoir convaincu. Premièrement, c'est adhérer à une communauté d'enseignants de médecine intensive réanimation. Et moi j'étais un peu au CNU, et donc c'est vrai que je disais toujours, et Thomas l'a très bien fait, mais de venir au CEMIR, parce que c'est vraiment un endroit où les gens sont plutôt détendus, et c'est un bon moyen de rencontrer les gens de notre spécialité pour l'enseignement, mais ça peut ouvrir vers d'autres perspectives. Participer à des événements pédagogiques, je vous ai parlé des JEU et des séminaires nationaux, qui sont vraiment des lieux d'échange et d'écoute, et encore une fois, tous les membres peuvent venir sans aucun problème. Avoir accès à des documents à la fois pour faciliter l'enseignement et l'accueil de vos étudiants. Et enfin, tout le monde est le bienvenu, il n'y a pas d'élection. Si quelqu'un est motivé, sur la diapo d'après, il y a mon mail et celui de Nicolas Leroll. Si quelqu'un est motivé pour y participer et participer à ces activités, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup Dominique. Je vais juste rebondir sur ce qui a été dit, et effectivement moi j'ai découvert ça il y a le CEMIR il y a, en tout cas de l'intérieur, il n'y a pas très longtemps, et effectivement, et j'en ai déjà parlé ce matin,
La chose qui doit être très différente par rapport aux autres spécialités, c'est l'accueil, qu'on soit universitaire, pas universitaire, qu'on en ait le projet ou pas. On sent d'emblée qu'on est bien accueilli. C'est un vrai plaisir de discuter. Donc c'est sincère et on le sent bien aussi quand on parle. Et je pense que ce qui était aussi intéressant, c'est de voir tout ce qui est fait par le CEMIR et pour tout le monde, pas nécessairement pour les universitaires, et pour tout le monde. Et c'est accessible, c'est facile d'accès, et donc c'est très intéressant. Et pour moi, c'était intéressant que tu en parles, et donc encore merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors nous, ce qu'on aimerait bien au CEMIR, c'est qu'il y ait au moins un membre de chaque service qui accueille des MIR, mais parce que ça fait vraiment le lien avec un peu tout, qui adhère au CEMIR. D'accord ? Donc c'est un petit message comme ça. Mais franchement, ça permet de se lier à des enseignants, et en fait, l'information circule beaucoup plus facilement. Message passé. Dominique, une question mercantile. Comment est financé le CEMIR, ou comment se finance le CEMIR ? Alors le CEMIR, c'est une association qui est financée purement par les cotisations, en grande partie. Et en fait, tout ce qui permet de faire la prise en charge des journées extra-universitaires, des journées nationales ou des enseignements pour nos internes, c'est essentiellement les frais de publication. D'accord ? C'est le référentiel qu'on sort tous les 2 ou 3 ans pour les étudiants, pour les externes, et quelques autres frais de publication, mais c'est ça nos seuls revenus. Donc vous voyez, tout est réinvesti avec beaucoup de transparence pour l'enseignement et la pédagogie. Moi, j'ai une question sur les vidéos d'Ecos. C'est l'organisation, elle est centralisée, ou c'est chaque équipe qui propose des vidéos? Comment vous vous organisez pour les vidéos? Alors c'est un vieux projet, entre guillemets, qui prend plus de temps que les autres projets pour les mener à bien, parce qu'il faut une équipe vidéo, et finalement, ça a été centralisé, d'accord, d'abord à Paris-Cité, en région parisienne, puis à Créteil, parce qu'ils disposaient dans leur service d'une salle de simulation, ce qui a rendu beaucoup plus simple le fait de filmer, etc. Mais je pense que ça va être pas mal pour les étudiants. Et tout ça, c'est important pour notre spécialité, parce que je ne sais pas si vous avez des externes d'ESMIR, mais souvent, ils sont très contents de leur second cycle et de ce qu'on leur apporte en second cycle. Et c'est finalement ce qui les fait possiblement venir après dans notre spécialité. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est juste pour discuter un petit peu. Il y a toute la partie qualité et sécurité des soins. On a parlé un petit peu avec l'organisme agréé pour les médecins. Est-ce que vous avez l'idée, alors peut-être que tu en as parlé, hein, ça m'a peut-être échappé, de faire éventuellement un ouvrage sur les procédures, les protocoles, parce qu'on refait tous la même chose, effectivement, dans ces établissements. J'ai refait, moi, ceux de Nevers avec ceux de Dijon qu'on a réadaptés, et je trouve que ce serait pas mal, et notamment les évaluer. C'est toute la problématique, c'est de faire des procédures protocoles. Alors, les échos, ça permet d'évaluer les étudiants. Par contre, les soins, ils sont peu évalués. Et ça, c'est toute une discipline, effectivement, à faire ou à voir. Alors, je ne dis pas que je le ferai, bien évidemment, mais c'est peut-être, en termes de perspective pour le CEMIR, mettre à jour des procédures protocoles, que chacun puisse se les prendre, les adapter à son service, puis surtout les grilles d'évaluation, notamment dans le cadre de la certification des établissements de santé, où on sait effectivement que c'est bien vu d'en avoir, en tout cas. Alors merci beaucoup, mais je pense que c'est plutôt le rôle du CNP, ça. C'est-à-dire que nous, on reste quand même dans un optique de second et troisième cycle. Et l'évaluation des pratiques, Nicolas, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est pas trop dans notre rôle finalement, et je sais pas pour filer la patate chaude, mais je suis pas sûr que ça rentre totalement dans notre champ, même si c'est un pan extrêmement important. Oui, je pense que c'est le rôle du CNP et de la société savante. Pardon, c'est le rôle du CNP et de la société savante. En fait, je pense qu'il y a des interactions, mais en effet, ça pourrait être quelque chose de très collaboratif de l'ensemble de la discipline, hein, parce que c'est une vraie question.
Si c'est tout bon pour vous, merci à tous, merci à tous les orateurs. Et donc c'est la fin de cette première journée de congrès. On espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez bien mangé, et surtout que on va vous voir ce soir à la soirée de gala. Alors normalement vous avez le programme, tout est indiqué sur le programme. Donc on vous donne rendez-vous à 19h30 à la salle Marcel Samba, qui est de l'autre côté de la ville, mais normalement vous trouverez des informations de la ville qui ont été déposées un petit peu partout là, dans l'espace des arts, avec des plans aussi de la ville. Mais voilà, c'est assez accessible d'ici, même à pied, c'est à quelques minutes. Donc normalement de vos hôtels, ça devrait pas poser de soucis. Donc 19h30 la soirée de gala. Et puis encore merci à tous.